Bonjour à tous. Cette semaine, on plonge dans l'univers de la bande dessinée. Nous sommes à Versailles, à l'Hôtel de Ville, où justement a lieu une exposition particulière, les 20 ans de la collection signée. Pour en parler, nous retrouvons le commissaire d'exposition, Guillaume Palavant. Bonjour. Bonjour. Justement, je l'ai dit, les 20 ans de la collection signée, pourquoi lui dédier une exposition ici ? Cette année, la ville de Versailles donc, organise une exposition particulière, comme vous le dites. Au lieu de faire, comme d'habitude, un auteur phare qu'on invite lors d'une exposition, cette année, on a voulu changer et montrer en avant la diversité d'une œuvre et des œuvres en général, avec les 20 ans d'une collection, donc la collection signée chez Lombard. Donc, pour cet anniversaire, tous les auteurs nous ont prêté des planches originales et donc on a mis en avant donc, cette collection. Le principe de cette exposition, c'est donc une exposition consacrée à une collection qui est très particulière. C'est les éditions du Lombard, il y a 20 ans, ont proposé à des grands noms de la bande dessinée, donc des auteurs comme Dany, comme Causet, comme Rosinski, de s'arrêter dans leur série classique, par exemple une série comme Torgal, une série comme Jonathan, et donc de raconter une histoire en 1 ou 2 volumes. Donc ils ont une contrainte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas habitués, les auteurs de BD. Généralement la BD c'est des séries qui avancent, qui continuent, qui ont 10, 20, 30 volumes. Et là on leur demande de raconter une histoire en 1 ou 2 volumes. Et donc, depuis 20 ans, un grand nombre d'auteurs ont décidé de rentrer dans cette collection et ont apporté leur contribution avec 1 ou 2 albums. Et donc à travers cette exposition, on a l'intégralité de cette collection avec des planches originales riches et variées de tous les auteurs. C'est une synthèse finalement du travail de chaque auteur. Quel type d'auteur et de dessinateur on retrouve justement ici ? Ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve à la fois des monstres de la bande dessinée, comme un auteur comme Rosinski, un auteur comme Dany, un auteur comme Causet, mais aussi on trouve des jeunes auteurs qui ont fait leur début dans la collection signée avec ce qu'on appelle un one-shot, c'est-à-dire une histoire, un volume. Un album comme Tom et William fait par Lefebvre, par exemple, c'est son premier album qu'il a fait en bande dessinée, et elle rentre dans cette collection. Il a quelque chose à raconter, et donc l'éditeur a trouvé intéressant de le mettre dans cette collection. Mais vous avez aussi des grands noms de la bande dessinée, par exemple un auteur comme Clark, qui est un auteur qu'on a l'habitude de voir parce qu'il fait une série pour enfants qui s'appelle Mélusine, qui est chez Dupuis, donc une série classique pour enfants, sur une petite sorcière. Et il a fait une pause dans son travail et il a fait un album complètement sombre et difficile d'accès qui s'appelle Nocturne, avec un dessin complètement différent de ce qu'il a fait pour Mélusine par exemple. Donc finalement, avec cette différence-là, c'est à la fois pour les amateurs de BD qui connaissent bien les auteurs, bien sûr, et ceux qui ne connaissent rien à la BD puisqu'ils découvrent un univers. En fait. Ils découvrent même plein d'univers. Et la particularité de cette exposition, moi qui ai fait beaucoup d'expositions dans l'année à travers la France, la particularité de cette exposition, c'est qu'on retrouve la diversité graphique. Du fait qu'on a une trentaine d'auteurs, on a toute la diversité, on a à la fois des planches originales en noir et blanc, on a des mises en couleur directes, on a tous les styles en fin de compte sont dans cette exposition. La palette graphique est différente, on voit vraiment des univers. Et lorsqu'on voit une exposition d'un auteur, généralement, il travaille de la même façon tout le temps, alors que là, on voit vraiment la diversité du travail, vraiment du début jusqu'à la fin. On se dit, tiens, lui, il travaille en encre de Chine, lui, il travaille au crayon, lui, il travaille à la palette graphique ordinateur, lui, il travaille en couleur directe, voilà. Donc, on a vraiment toute cette diversité du travail. Il y a aussi des découvertes et des rencontres avec les dessinateurs et auteurs tous les week-ends jusqu'au 4 mai. Exactement, jusqu'au 4 mai. On a des auteurs qui viennent, qui sont déjà venus précédemment et qui viennent, là encore, il nous reste 2 week-ends. On a des auteurs qui vont venir et, par exemple, Rosinski, qui était l'invité d'honneur l'année dernière pour la série Torgal, il a fait un album qui s'appelle Western et il va venir le 3 et 4 mai que pour cet album. Voilà. Donc on a aussi des grands noms qui reviennent et aussi des jeunes auteurs. On a vraiment une diversité. Merci pour la présentation. On va faire une visite puisqu'on est là pour découvrir justement cet univers un petit peu entre nouveautés et vieux albums. C'est parti ? C'est parti. Allez. On arrive donc vers la première œuvre qui est un peu particulière et vraiment intéressante. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors donc c'est Causet, qui est un auteur suisse, qui fait une série très classique qui s'appelle Jonathan, et qui a décidé de faire une pause dans son travail, et il va créer cette bande dessinée qui s'appelle À la recherche de Peter Pan, où on retrouve l'univers de la Suisse, qui est l'univers qu'il connaît bien. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est habitué avec son univers de Jonathan. Là, il passe vraiment à son propre univers. On sent que c'est la fibre de l'auteur qui ressort de cette œuvre, alors que d'habitude, il était dans une série classique où il y a 12-15 volumes. Là, vraiment, il a une histoire à raconter en 2 volumes. Ça se passe en Suisse, c'est l'histoire de faux monnayeurs. Et donc, on est dans un univers classique, et que cette bande dessinée a été un des premiers romans graphiques dans les années 80 et qui a mis vraiment en avant
l'intimité de l'auteur. On n'est pas dans l'intimité d'un personnage, qui est le héros d'une série, on est vraiment dans l'intimité de l'auteur. Et c'est ça qui est important. Dans cette collection, on retrouve certaines histoires qui sont plus intimistes, plus proches donc de l'auteur, et donc une façon différente de raconter. Vous parlez justement de l'aspect graphique. Qu'est-ce qui est particulier sur cette œuvre-là, par exemple sur cette planche? Par exemple, lorsque c'est sorti dans les années, donc il y a plus de 20 ans, cette série, déjà une couverture complètement inédite. On était d'habitude dans des couvertures très explicites où on a beaucoup de choses à raconter. Là, au contraire, une couverture très blanche, presque vierge, où au contraire on veut se démarquer des séries habituelles. Et au contraire, on est dans un univers différent. Et même graphiquement, on est dans un univers différent. D'accord. On poursuit? On poursuit. On va vers quel type d'œuvre maintenant? Donc là, maintenant, nous allons voir un grand classique qui s'appelle Histoire sans héros de Danny et Van Damme. Donc Van Damme, grand scénariste qui a fait 13, qui a fait Largo Winch, qui a fait Black et Mortimer, qui a la reprise. Et bien là, on est en 1976, même avant que la collection existe. En 1976, avec Danny, un dessinateur qui avait fait la série Olivier Rameau, ils décident donc ensemble de raconter une histoire en un volume qui s'appelle Histoire sans héros. Histoire sans héros, c'est donc un avion qui se crache en Amazonie. Il y a des survivants. Le problème, c'est qu'ils construisent une montgolfière, il y a 8 places et ils sont plus de 8. Donc on voit l'âme humaine ressortir et d'une façon assez extravagante. Et le un scénario, savoir qui s'en va, qui reste. Exactement. Et petite anecdote, la série Lost au départ, je pense que c'est bien inspiré de cette histoire parce qu'on est vraiment dans l'univers d'un monde un peu fantastique, un peu fou. Et ce qui est amusant pour cette série tout particulièrement, c'est qu'en 1976, il fait donc cet album qui s'appelle Histoire sans héros. Et 20 ans plus tard, en 1996, il fait une suite à cette histoire qu'on pensait terminée et qui s'appelle 20 ans après. Et donc 20 ans après, il raconte la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, et qui est ici la deuxième partie, et qui correspond maintenant à l'histoire complète de Histoire sans héros. Et cette histoire est vraiment une histoire très particulière et qui a beaucoup marqué des générations de lecteurs. Voilà. Et là, comme vous le disiez, c'est une planche originale, on le voit, il y a des coups de là, crayon. Là, on a une planche originale qu'il a fait en 1976, et là, on a une planche originale qu'il a fait en 1996, donc 20 ans après. Et donc, on est vraiment dans le travail de l'auteur. Ok. On poursuit vers de la couleur encore. Vers la couleur. Donc là, on se dirige vers un autre univers, qui est donc un univers créé par André Juillard et Yann au scénario. C'est un album qui s'appelle Mézec, qui est sorti il y a 3-4 ans. Et la particularité de cet album, c'est que André Juillard, grand auteur de bande dessinée, un des plus grands aujourd'hui de la bande dessinée, qui avait fait Les 7 villes éperviers il y a 30 ans, c'est lui qui reprend la série Black et Mortimer maintenant depuis une dizaine d'années. Et donc il a fait une pause dans tout ce travail et il a fait cet album Mézec avec un scénariste qui s'appelle Yann, où là on est dans son travail en couleur directe. Là on est vraiment dans un travail titanesque, minutieux et d'orfèvre vraiment, où là donc chaque page est vraiment une peinture. Et donc cette histoire Mézec est donc l'histoire juste après la Seconde Guerre mondiale entre un pilote allemand et un pilote juif. Donc voilà, une histoire très poignante et en un volume qui se termine et qui marquera les esprits. Voilà. Donc la BD, ça peut être aussi des conflits de génération, des conflits, on va dire un peu culturels, historiques, tout y est en fait. Il y a pas c'est comme dans la littérature, on peut aborder tous les univers. Il n'y a pas finalement que du fantastique. Ah ben non, il y a même dans la BD, il doit y avoir 10% de fantastique et 90% de réaliste. Voilà. On termine avec du coup une illustration de tout ça. Qu'est-ce que justement cette reproduction? Et donc le parti pris de l'exposition, c'est qu'il y a plus d'une trentaine de titres dans cette collection. Et donc on a pris le parti que chaque auteur on fasse une grande reproduction grand format d'une des couvertures. Et donc dans l'exposition, vous avez plus de 30 grandes reproductions du travail de ces grands artistes. Et particulièrement, il s'appelle François Bouc, donc un auteur qui a de la bouteille aujourd'hui. C'est l'auteur de Bouncer, c'est l'auteur donc de la Femme du magicien, donc cet album-là qu'il a refait il y a quelques années, et donc d'un album phare qui s'appelle Bouche du diable, qui est donc un album qui a été vraiment mis en avant lors de l'exposition. Et je tiens à préciser que, comme à chaque fois à Versailles, lorsqu'on fait une exposition, on a des produits un peu spéciaux qu'on propose aux visiteurs. Et donc il y a 2 albums qu'on a mis en avant avec un tirage spécial qui a été fait à 350 exemplaires pour l'exposition à Versailles, avec un extrait numéroté et signé de 2 albums, donc Bouche du diable
de Bouc et Charine ici, et l'album dont on a parlé tout à l'heure, Mézec, de Yann et Juillard, où on a fait un tirage spécial pour l'exposition. Donc il faut vraiment venir, c'est à la fois quelque chose de classique, mais aussi d'exceptionnel, il faut en profiter. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et donc non, et on a la chance à Versailles d'avoir une mairie qui croit vraiment en ce projet, et de mettre le 9e art en avant comme ça. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est que moi qui monte des expositions un peu partout en France, c'est rare d'avoir des expositions gratuites. On est vraiment dans la découverte du 9e art pour le public, et le public réagit. Et puis ça fait 6 ans que le public vient nombreux à Versailles, comme chaque année. Donc il faut en profiter, il n'y a pas d'excuse, c'est gratuit, vous l'avez vu, il y a vraiment de tout, produits spéciaux et aussi les grands classiques. Et il y a aussi des rencontres avec des auteurs et des dessinateurs de Médée. Nous en avons rencontré un. Yakari, le petit sioux qui peut parler et comprendre les animaux, l'a rendu célèbre. Ce dessinateur s'appelle Derib, un artiste suisse au crayon bien aiguisé, un crayon qu'il use à souhait pour dédicacer ses albums. Je suis ravi d'être venu ici, je trouve que les lieux sont particulièrement sympathiques et intéressants. Et donc j'ai fait 2 albums dans la collection signée qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans la collection signée, mais qui y ont été, donc j'avais ma place, donc je me suis dit pourquoi pas venir. C'est le contact avec le public, donc à partir du moment où on accepte d'en faire, c'est sympathique de le faire, quoi. C'est la reconnaissance d'un travail qui prend beaucoup de temps, et de voir des gens qui viennent exprès nous voir, je trouve que c'est très touchant, quoi. C'est sympa, donc j'accepte d'en faire quand je sens que je peux en faire, quoi. La bande dessinée Yakari, 40 ans plus tard, se vend toujours 100 000 albums chaque année en France et 3,5 millions à travers le monde depuis sa création. Comment explique-t-il ce succès ? C'est un classique, c'est le mythe de l'Indien, et ça vieillit pas. Je crois que chaque enfant a un jour eu envie de jouer aux Indiens ou aux cow-boys. Et puis il y a le mythe de la nature et des animaux. Et je pense que les animaux, c'est quelque chose de très important dans la vie. Et tous les enfants, souvent, rêvent d'avoir un chat ou un chien ou un cheval, etc. Donc Yakari continue de fonctionner parce que c'est axé sur ce rapport avec les animaux, avec son privilège de pouvoir leur parler. Tout mon travail a un lien. Yakari, c'est pour les petits. Buddy Longway, c'est pour les familles. Red Road, c'était plutôt pour les adultes. Donc ça, c'est le côté indien. Et puis à côté de ça, j'ai fait Joe et No Limits, qui sont exposés ici. Ça, c'est pour faire de la prévention sur des sujets délicats comme le sida et comme la violence au quotidien. Et j'en ai fait d'autres sur la prévention prostitution. J'ai fait une histoire qui s'appelle Pour toi Sandra et une autre Dérapage. Et j'ai fait maintenant aussi il y a 2 ans un album sur les vaches du Val d'Airain. Mais c'est le même principe, c'est une espèce de reportage fiction avec des personnages existants qui jouent leur propre rôle. Et là, je travaille sur les chevaux des Franches-Montagnes aussi sur le même principe. C'est des albums qui touchent des régions particulières, mais je suis attaché à ces régions et je trouve que c'est très sympa d'avoir le contact avec les gens qui se retrouvent dans la BD et qui reconnaissent l'environnement, les paysages et tout ça. Donc c'est une ouverture vers une conception de la BD qui est plus axée directement sur quelque chose de précis, quoi. Cette année, outre les 20 ans de la BD collection signée, Derib fête aussi sa longue carrière, pas sans humour. Je fête mes 50 ans de carrière, ça me paraît encore plus intéressant. Et donc on fera certainement un événement sur ces 50 ans de carrière, mais bon, c'est bien que 20 ans, c'est déjà, comme disait au Lombard, c'est un bon début. Dans tous les cas, les visiteurs, eux, sont ravis, qu'ils soient venus en famille ou en simples passionnés. C'est un très bon auteur de bande dessinée depuis maintenant une 40aine d'années qu'il est connu, et même très connu, et en plus, je crois très disponible lorsqu'il signe des dédicaces. Donc on pense que ça sera une belle rencontre. J'entends ici. Je connais l'œuvre de Derib déjà depuis de nombreuses années. Et puis je suis très touché par son graphisme, par la simplicité de ses histoires, et puis les valeurs qu'elle dispense, qu'elle porte. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup ses histoires, c'est très beau, quoi. Voilà. Sur cette rencontre et ces images, la chronique culture arrive à sa fin. Je vous rappelle que les rencontres et dédicaces, c'est tous les week-ends jusqu'au 4 mai. En plus, c'est gratuit, alors profitez-en. Merci de nous avoir suivis. La chronique arrive donc à sa fin. Voici la